Je n'aime pas le film Une poignée de dollars. Et pourtant, je considère le film d'après, pour quelques dollars de plus, comme étant un chef-d'œuvre. Deux films qui se font suite, deux films qui sont proches, mais qui sont pour moi le jour et la nuit dans ce que Leone a été capable de faire avec ses westerns. Donc d'un côté, on a le premier western de Sergio Leone, un film qui va tout simplement changer l'histoire du cinéma, donnant plus ou moins naissance aux western spaghetti, ou en tout cas leur donnant une popularité mondiale, mais c'est surtout le film qui a donné naissance à Clint Eastwood en tant que star de cinéma. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc c'est quasiment un film inégalable en termes d'impact. L'histoire est une sorte de remake du film Yojimbo de Akira Kurosawa. Leone avait découvert le film au cinéma et il était retourné le voir plusieurs fois pour noter un peu toute la structure de l'histoire afin finalement de la réutiliser pour son film à lui. Et grâce à ça, il a très bien réussi à transposer cette histoire de samouraï au Far West avec des cow-boys. À la base, c'était un remake non officiel parce qu'il n'avait pas prévenu Akira Kurosawa, il n'avait pas essayé d'acheter les droits. Et bon, il y a eu un procès après, Akira Kurosawa a gagné, donc c'est officiellement reconnu comme étant un remake de Yojimbo. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. L'histoire est donc celle d'un homme mystérieux, interprété par Clint Eastwood, qui débarque dans une petite ville du Mexique tout près de la frontière américaine, une ville où les habitants sont apeurés à cause d'une lutte de pouvoir entre deux familles. Les Baxter d'un côté, trafiquants d'armes, et les Roro de l'autre, trafiquants d'alcool. Le personnage de Clint Eastwood, l'homme sans nom comme c'était marqué sur les affiches à l'époque, va donc se retrouver au milieu de ces deux familles rivales et décide d'en tirer le meilleur parti en profitant de leur animosité l'une pour l'autre pour se faire une poignée de dollars. Pour le coup, même si j'aime pas le film, je ne peux pas nier le fait que ce film est ultra efficace, et que le héros de ce film était quelque chose d'assez inédit à l'époque. En tout cas pour le cinéma occidental. Taciturne, opportuniste, moralement questionnable, mais surtout ultra classe et badass, il est le premier spécimen d'action hero qui deviendront finalement la norme dans les années qui suivront. Notamment la décennie 80 avec les grands rôles d'Arnold Schwarzenegger ou de Sylvester Stallone, mais surtout finalement avec par exemple John McClane dans Die Hard. Un héros qui est plus fort que tout le monde, mais qui prend quand même pas mal de coups dans la gueule. Eastwood est un peu la matrice de tout ça, même si finalement la vraie matrice de tout ça, c'est le personnage de Mifune, dans Yojimbo. En tout cas, le rôle d'Eastwood, il tranche vraiment avec l'image qu'on se faisait des héros américains. Ces héros traditionnels incarnés par John Wayne ou par James Stewart, des hommes vertueux et romantiques derrière leur façade de cow-boy viril. Alors que pour le coup, Clint, c'est juste le plus fort, et il en profite. Alors oui, il sauve une femme au passage, mais il est pas dans le romantisme. Et malgré ce héros, je suis moyennement client du film. Surtout si en fait je le compare avec le film suivant. Pour quelques dollars de plus. Deuxième western de Leone, et donc deuxième western de sa fameuse trilogie du dollar, c'est un film qui s'est bâti sur le succès du film précédent. Pour une poignée de dollars, avait coûté 200 000 $, et avait fait 14 millions d'entrées en Italie et 5 en France, donc bon, voilà, ça avait été plutôt rentable. Ce qui donc avait donné confiance à Leone, et lui avait donné aussi un peu plus de budget, là il avait 600 000 $. Et finalement, c'est vraiment dans ce film que Leone va se lâcher totalement, et créer son style unique et grandiose qui va marquer le cinéma pour toujours. Pour quelques dollars de plus, raconte une association entre deux tueurs à gages pour capturer un gang qui veut essayer de braquer une banque. Libéré d'une structure empruntée donc à un autre film, Leone va construire une narration principalement par la mise en scène en enchaînant des séquences quasiment muettes pour présenter les personnages et les enjeux du film. L'idée qu'on se fait de la mise en scène de Leone prend vraiment naissance dans ce film-là, même s'il y avait quand même tous les éléments qui étaient plus ou moins présents dans le premier film, mais justement pas totalement présents. Certes, il y avait déjà des apparitions iconiques, Leone utilisait déjà des gros plans pour justement générer une ambiance, et il avait déjà cette espèce de gestion de la tension en dilatant le temps pour tout faire éclater soudainement. Tout ceci était déjà présent, mais ça faisait plus office de brouillon. Un brouillon qu'il retravaillera pour aboutir à un style quasi définitif, donc dans Pour quelques dollars de plus. Les mêmes éléments sont là, mais ils sont tous poussés à un niveau supérieur qui offre son film sa puissance. Prenons les introductions de personnages. Je pense que Leone fait partie des réalisateurs les plus doués pour introduire des personnages, de manière marquante. Que ce soit à l'image ou hors champ d'ailleurs. Et donc dans son premier western Pour une poignée de dollars, les introductions sont certes efficaces, mais peut-être un peu sommaires. Leone, avant d'introduire vraiment son personnage, il va d'abord introduire la ville dans laquelle va se passer l'action. Une ville où on tire sur des enfants, donc c'est la première image qu'on voit. Une ville où la mort rôde littéralement dans les rues, avec ce personnage de cadavre qui se balade sur un cheval. Donc certes, on commence avec deux images marquantes, mais après ça va devenir assez verbeux. Il y a un personnage de sonneur de cloche qui vient justement décrire un peu l'atmosphère de la ville de manière très loquace. Il reste une autre très bonne idée pour introduire la ville, c'est cette idée du croque-mort qui est le seul à travailler. Et je trouve que le plan qu'utilise Leone pour introduire ce croque-mort est extrêmement efficace, mais cette idée de croque-mort reste une idée de Yojimbo à la base. Donc à part quelques fulgurances, on est sur une introduction assez classique. Et finalement, ça va être un peu pareil pour les personnages. Le personnage de Clint Eastwood n'est pas réellement introduit jusqu'à ce duel contre les 4 hommes des Baxter. Et alors là, oui, on va découvrir son assurance, son talent de tireur et son cynisme, mais la séquence manque un peu de puissance.
surtout comparé aux introductions de personnages qu'on va avoir dans le film suivant. Dans Pour quelques dollars de plus, Clint Eastwood est introduit durant une séquence qui dure 6 minutes. Et pour le coup, ce sont 6 minutes magistrales. Chaque élément est vraiment parfaitement travaillé dans l'exagération jubilatoire. L'arrivée sous la pluie, l'instant suspendu de pause d'allumage du cigare, la découverte d'un saloon, une partie de poker improvisée qui en soi n'a aucun sens, mais qui est juste là pour créer un pur moment de tension. Un retournement de situation génial, avec justement un jeu de cartes totalement aberrant où l'un a brelan droit et l'autre un brelan d'as, et le tout avec quasiment aucune parole jusqu'à une punchline. Didn't hear what the bet was. Your life. Ensuite, on a un bon tabassage en règle, puis une nouvelle montée en tension. Une montée en tension qui se finit avec 3 mecs abattus, alors que Clint Eastwood était de dos. Et on va même terminer sur la preuve que on lui fait pas à Clint Eastwood, même dans son dos, tu pourras pas essayer de l'avoir. Il est toujours sur ses gardes. Donc je trouve cette séquence extraordinaire, et pour le coup, elle est juste là pour introduire le personnage de Clint Eastwood. On prend vraiment tout ce temps juste pour lui donner du corps. Et si je la trouve aussi géniale, cette séquence, c'est parce qu'il y a vraiment une petite accumulation de détails qui vont accentuer en fait la force de cette séquence. Des petits détails comme l'homme de main qui a interrompu au milieu de son rasage, et donc qui va débarquer avec une moitié de barbe. Tout de suite, ça donne un cachet particulier à ce personnage, et ça rend la séquence encore plus mémorable. Mais pour le coup, c'est pas la séquence d'introduction du film, parce que le film introduit d'abord un autre personnage. Et cette introduction de personnage, pour le coup, waouh! Ce personnage, c'est donc le colonel Douglas Mortimer, interprété par Lee Van Cleef. Donc c'est le genre de gars qui va arrêter un train pour pouvoir descendre à une station qui à la base n'était pas desservie. Voilà, tout simplement. Ça pose un peu le perso déjà. Première action qu'il fait. Non d'ailleurs, c'est pas sa première action parce que juste avant, il lit la Bible. Et ça, c'est pas anodin. Donc le principe du perso, c'est que c'est un chasseur de primes et qu'il est en train d'essayer d'aller pécho sa cible. Et il a une espèce de décontraction, voilà, il glisse la vie de recherche sous la porte du mec. Il se met sur le côté, le mec va vider son chargeur comme un crétin sur la porte, tranquille, il va ouvrir la porte. C'est tout simple, mais il y a une espèce de puissance qui se dégage de ce perso. Ensuite, il va arriver à son cheval, il va déployer un espèce d'arsenal énorme, avec un premier tir où il va tout simplement faire tomber le gars de son cheval. Et ensuite, il va rester stoïque, il va tranquillement préparer son arme pour pouvoir ajuster le mec entre les deux yeux, alors qu'il est en train de se faire tirer dessus. Et alors là, si vous voyez pas la matrice du personnage de Terminator là-dedans, franchement... je sais pas ce qu'il vous faut. Donc on est clairement dans une introduction jouissive, une introduction iconique, qui marche en plus parfaitement en miroir avec l'introduction de Clint Eastwood qui va arriver juste après. Donc voilà comment tu poses deux héros de la meilleure des manières. Mais le truc c'est que Léon ne s'arrête pas à ces deux héros dans les introductions marquantes. À chaque personnage qui est introduit dans l'histoire, il va en faire une introduction marquante, certes beaucoup plus courte, mais marquante quand même. Il y a un personnage qui débarque et par exemple il tire sur un éperon pour le faire tourner, 2 fois de suite. Petit détail, mais tout de suite le mec débarque et il est mémorable. Ou des fois c'est par exemple avec des choses encore plus simples, je pense donc à l'introduction du personnage du méchant, El Indio, où on est juste sur un gros plan de son visage dans l'obscurité, et il y a soudain la musique qui retentit au moment où son œil s'ouvre. Finalement, dans tout ça, en fait, c'est que rien n'est fait pour être anodin. Tout est là pour être marquant. C'est pour ça que je considère que c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au film précédent. Mais ce qui permet ça dans ce film, c'est que ce coup-ci, Léon a vraiment pris le temps. Pour une poignée de dollars, le premier film dure 1h40, quand le deuxième film va durer 2h20. Donc c'est 40 minutes de film en plus. Alors certes, c'est pas du tout la même histoire, donc ça peut nécessiter plus de temps. Certes, il a aussi ajouté un personnage qui est central au récit en plus, c'est-à-dire qu'avant on était sur Clint Eastwood le héros, maintenant on a plus ou moins 2 héros. Mais c'est surtout que ce coup-ci, Léon a vraiment pris le temps nécessaire pour créer et installer cette fameuse tension dont il est désormais célèbre. Ces fameuses séquences où Léon bâtit de la tension pure juste avant un duel, c'est un peu devenu la marque de son cinéma. Et pour le coup, ces séquences-là, elles sont vraiment apparues avec le film pour quelques dollars de plus. Le plus gros moment de tension avant un duel dans Pour une poignée de dollars, il dure 14 secondes. C'est ce duel au début du film, et comme vous pouvez le constater, c'est assez expéditif. Alors que le duel le plus insignifiant du film d'après, le plus court, il va durer 40 secondes. On sent qu'entre les deux films, en fait, Léon a vraiment pris confiance dans son cinéma. Il a pris confiance dans sa capacité à captiver le public, juste par de l'ambiance et de la tension. Au point que là, je vous ai dit que le plus court durait 40 secondes de tension avant les tirs, mais le plus long dans le film, il y en a 2, et ils vont durer chacun plus de 2 minutes. 2 minutes de tension pure, juste avec des regards, des plans sur les pistolets, avant qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré. Évidemment, le paroxysme de tout ça sera dans le film encore après, Le Bon, la Brute et le Truand, où là, voilà, on sera sur un duel final qui va durer quasiment 3 minutes,
et qui sera le paroxysme qu'il aura réussi à créer en termes de tension dans cette trilogie. Et il y a un autre truc qui caractérise aussi le style de Leone et qui n'était pas vraiment présent dans son premier film, mais qui pour le coup commence à être bien exploité dans son deuxième, c'est sa capacité à filmer les grands espaces. Pour des raisons de budget, mais aussi parce que c'est un remake et que le film original se passe uniquement dans une ville, Pour une poignée de dollars se passe donc entièrement dans un seul décor. Une petite ville, et donc finalement ça donne un peu le sentiment d'être enfermé. Il y a un petit côté claustrophobique au film. Quand tu vois Pour une poignée de dollars, t'es très loin de l'image des grandes étendues, des paysages extraordinaires, des grands espaces qui vont un peu faire la marque de fabrique de Leone après. Et pour le coup, on sent vraiment la progression aussi dans sa capacité à filmer les grands espaces au fur et à mesure de sa filmographie. Dans le film d'après, l'évolution elle est déjà directe. Le premier plan, c'est un plan sur un énorme espace, vraiment sur un espace quasi infini, avec un tout petit personnage à cheval qui se déplace, c'est pendant le générique, et qui finit par se faire tirer dessus. Tout de suite, il y a une volonté immédiate de te filmer, de te présenter cette espèce de grande étendue de l'Ouest américain. Mais pour le coup, c'est vraiment dans les films d'après, Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest, qu'il inclura vraiment les grands espaces dans sa mise en scène, et qu'il arrivera à jouer avec un jeu de contraste entre les gros plans sur les personnages et des plans extrêmement larges de paysages quasiment infinis. Mais on peut voir les prémices de ça dans Pour quelques dollars de plus, et on le voit pas vraiment dans Pour une poignée de dollars. Et un dernier point que je trouve plutôt rigolo à comparer sur les deux films, c'est l'iconographie religieuse. C'est un petit détail, mais dans les deux films, Leone va détourner l'imagerie religieuse, et c'est souvent au profit de personnages méchants ou négatifs. Il y a par exemple le fameux tableau de la scène qui est retranscrit chez les Roros dans Pour une poignée de dollars. Donc on associe Jésus avec le méchant, on va détourner un symbole religieux. Et dans cette logique de pousser les choses encore plus loin dans son second film, il va faire pareil, où les bandits avec Indio se réunissent dans une église, et lorsque le personnage d'Indio va donc faire son discours pour expliquer leur plan pour donc dévaliser les banques, il va monter en haut du chêne, c'est donc là où le prêtre monte pour faire ses messes, et Indio va donc expliquer son plan à ses sbires, comme s'il leur récitait l'évangile. Encore une fois, Leone a poussé le symbole à un niveau qui le rend encore plus impactant. Autant la reconstitution de la scène, on pouvait un peu passer à côté, autant cette séquence, tu peux pas passer à côté du fait que Indio, il est en train de leur réciter l'évangile quasiment. Et en fait, tout ceci, c'est pour se rendre compte à quel point Leone a progressé entre ces deux films. Il a progressé parce qu'il a pris confiance en lui, et donc il a continué d'expérimenter. Et il a expérimenté son style au point de réussir à le maîtriser parfaitement, et finir par produire des films qui sont considérés comme étant des chefs-d'œuvre absolus. Et cette logique de progression va avoir lieu sur ses prochains films, où on considère que Le Bon, la Brute et le Truand est encore plus abouti que celui d'avant, et certains considèrent que Il était une fois dans l'Ouest est encore plus abouti que Le Bon, la Brute et le Truand. Donc en fait, même si je suis pas fan de Pour une poignée de dollars, je suis conscient de tout ce qu'on doit à ce film, parce que sans lui, mes westerns préférés n'auraient jamais été ce qu'ils sont, du pur cinéma.